Nathalie Assir, bonjour. Bonjour. Alors j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui parce que depuis quelques jours, les courriers de lecteurs, les journaux n'arrêtent pas de parler de la fameuse route des géraniums. Apparemment, ça a provoqué beaucoup de réactions du côté de la ville du Tampon. Et comme vous êtes vous-même élu de la ville et également député du coin, je voulais avoir un petit peu votre sentiment puisque dans les courriers de lecteurs, souvent, vous êtes un petit peu pointé du doigt. Alors qu'en est-il de cette route des géraniums ? Est-ce qu'il y a eu un couac ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Tout d'abord, merci de me donner ce temps de parole pour qu'on tire au clair, mais je l'ai déjà fait à travers différents communiqués. Aujourd'hui, je voudrais vraiment rassurer la population. Il n'y aura pas de route de géranium telle présentée parmi ces 6 tracés qui ont été proposés. J'insiste, c'est très important. C'est très important parce que les différents courriers des lecteurs dont vous parliez, les différents communiqués qu'on a pu faire, c'était vraiment pour alerter sur l'inquiétude qui grandissait dans la population du Tampon, alors que ces différents scénarios ne correspondaient pas du tout à une contournante. Une contournante, ça veut bien dire passer à l'extérieur de la ville. Pas des 6 pénétrantes, vous vous rendez compte? Je peux comprendre et j'entends vraiment l'inquiétude des Tamponnais à ce moment-là. Et également des Saint-Pierrois d'ailleurs. Je voudrais vraiment rappeler qu'aujourd'hui, le Tampon, c'est la dernière grosse commune qui possède une route nationale qui traverse sa ville. Voilà. Donc, le seul projet que j'avais et que je voulais qu'on soumette à la population, c'était cette déviation par l'est, c'est-à-dire au niveau de la tour des Azalées, avoir une route qui parte vers Bérive, d'accord ? Et je tiens à signaler et à vraiment insister sur le fait que cette route ne devait pas entraîner des expropriations et également des retenues de foncier chez les petits agriculteurs. Comment se fait-il que ces projets aient été présentés en l'état ? Alors, ces projets ont été présentés en l'état. Alors, on m'a dit que c'était des projets qui avaient été validés avant 2015, donc avant que je ne sois moi-même conseillère régionale. Ce sont des tracés qui ont été proposés. Il faut bien savoir que c'était aujourd'hui un débat public sur lequel la population devait se prononcer et retenir un des tracés qui aurait été possible. Et que ce nouveau tracé allait à nouveau être soumis à une enquête publique pour prendre et recueillir vraiment les observations et les remarques des uns et des autres. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'allait pouvoir contenir à un moment donné ce débat public. Peu avant le débat public, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de cette commission nationale et il m'avait soumis, je n'avais vu que 2 tracés, celui de l'ouest et celui de l'est. Celui de l'ouest qui a impacté un certain nombre de zones habitées, 30 à 50 hectares de zones habitées. On a le choix de 2 routes. Il était évident pour moi que la pédagogie qui allait être apportée à ce débat donnait vraiment l'occasion aux Tamponnais et aux Saint-Pierrois de n'en retenir qu'une, celle qui évitait toutes ces expropriations. Et alors, on en est où aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le président Robert a annoncé qu'il allait geler le projet en l'état. C'est quoi la suite ? Alors, moi, je voudrais vraiment saluer l'entente, l'écoute du président de région. Parce que quand je suis alertée à un moment donné par l'inquiétude des uns et des autres, j'ai pris le temps vraiment d'analyser et de prendre connaissance de tous ces tracés et de demander au bureau d'études, aux services concernés, de revoir leur copie. Il n'était pas question de retenir un seul de ces tracés qui allait exproprier des familles. On n'envisage pas un projet qui ne place pas l'humain au cœur de son ouvrage. Donc, j'ai alerté le président de région en lui disant que ça n'était pas possible qu'on l'envisage de cette façon. Il était hors de question qu'on ait un impact direct sur toutes ces familles tamponnaises et saint-pierroises. Donc, que je lui demandais vraiment également de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire.
aujourd'hui, aucun, je peux le dire, aucun de ces tracés ne sera retenu pour une prochaine projection. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va redémarrer à zéro, qu'on va tout reprendre et je vais mettre derrière et attendre encore, perdre encore plusieurs années? Alors, ce projet, l'idée de ce projet, il remonte à plus de 30 ans déjà. D'accord? Enfin, aujourd'hui, on doit reconnaître que sur le tampon, aux heures de pointe, il y a plus de 50 000 véhicules qui passent pour traverser la ville et pour aller sortir sur le 14e, le 17e et plus haut. Ce que je veux dire, moi, c'est que tels pensés les tracés, c'est sûr, ils ne seront pas retenus et on ne reviendra pas là-dessus parce qu'une contournante ne passe pas et ne pénètre pas dans la ville. Mais proposer un autre tracé avec et en concertation avec les tamponnés, voire celle qui a le moins d'impact écologique, environnemental, moins d'emprise, pas d'expropriation, pas moins. Pas d'expropriation de maisons. C'est obligatoire. Enfin, oui, je veux dire de maisons, de cases, et sans toucher aux petits agriculteurs. Et un projet moins ambitieux, si on partait sur 4 voies, on l'a réduit sur 2 voies. C'est vraiment permettre de contourner cette tour des Azalées, ce rond-point et ces comas circulatoires aujourd'hui qui est réel. Également sur le 12e, voire le 14e, 17e, et puis ne pas avoir à monter. Il ne s'agit pas de faire une route pharaonique, c'est vraiment pouvoir délester à un moment donné des usagers de cette route pour pouvoir accéder plus rapidement vers le 14e et le 17e par des barreaux de liaison. Donc vraiment la dévier vers l'ouest, à ne pas avoir d'expropriation Vers l'ouest ou vers l'est? Vers l'ouest, vers l'est, pardon, oui. Vers l'est, j'ai dit ouest, oui. Non, vers l'est. Vers l'est, au niveau de la tour des Azalées, vers Bérive, longer la rivière d'abord, passer derrière le cimetière et ensuite Mais alors, deux voies, est-ce que c'est suffisant quand on voit le nombre de voitures qui passent au tampon? Est-ce qu'on risque pas de faire Non, c'est une voie de dégagement. C'est une voie vraiment... non, c'est vraiment... je pars et je n'ai pas à m'arrêter à tous les ronds-points qu'il y a. À la tour des Azalées, ensuite au 12e, ensuite au 14e, ensuite vous voyez, et avoir des barreaux de liaison pour sortir et au niveau du 12e, du 14e. Je le répète, avoir un projet qui a le moins d'impact possible, que ce soit au niveau écologique, environnemental et agricole. Donc on est reparti pour 3, 4, 5 ans avant que, peut-être même plus, avant que ce projet puisse voir le jour. Alors, on part sur... C'est sûr que ce sont des projets qui ne voient pas le jour, du jour au lendemain. Mais ce sont des projets qui peuvent être réalisés s'il y a une vraie concertation, s'il y a une envie politique, s'il y a ce désir politique. C'est un projet quand même qui peut voir le jour assez rapidement. Comment vous expliquez que 33 ans après qu'on ait commencé à parler de cette fameuse route des géraniums, qu'elle ne soit toujours pas faite? Il faudrait vraiment demander aux autres hommes, aux autres magistrats, à l'autre magistrat d'ailleurs, puisqu'il n'y en a eu qu'un seul ces dernières années. Oui, André Tinacoun. Oui, voilà, qui est en place et qui n'a pas eu ce désir. Parce que c'est une volonté politique. Il était à la région. Il était à la région, il était au département. Alors, on aurait pu prévoir avant cette contournante, peut-être, puisque le département... a aussi aujourd'hui la possibilité d'aider à une fluidité de la circulation. Nous avons la route des Flamboyants qui attend depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 30 ans. Oui, parce qu'on se focalise sur la route des Géraniums et sur ce rond-point, mais je veux dire, c'est un problème de circulation qui est général dans la commune. Oui, bien sûr. Nous avons aujourd'hui un aménagement de la commune du tampon qui n'a pas été pensé en amont pour avoir cette fluidité, pour pouvoir vraiment anticiper sur une démographie qui a évolué, sur un nombre de conducteurs, d'automobilistes qui a également et fortement progressé. Nous n'avons pas aujourd'hui sur le tampon des déplacements, d'autres modes de déplacement qui est proposé et qui soit vraiment fonctionnel, opérationnel, qui incite le tamponné à se dire pour faire ce petit trajet, j'emprunterai le bus, quelque chose qui me permette vraiment d'aller. Parce que ça aussi, c'est une solution.
Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il nous faut penser. D'autres modes de transport, une desserte beaucoup plus opérationnelle et fonctionnelle au niveau des différents quartiers du tampon. Nous avons aujourd'hui des personnes âgées qui habitent les écarts et qui ne peuvent pas faire leurs courses au moment où ils peuvent le faire, parce que voilà, on a des santé un peu plus fragiles, donc à des heures qui pourraient leur convenir. Je crois qu'il nous faut vraiment aujourd'hui prendre en considération le tamponné, ses besoins, ses attentes. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner dans ses transports? Comment on peut faire pour l'accompagner? Et là, je vois beaucoup plus largement de quoi a besoin le tamponné pour être bien au tampon, pour bien y vivre, pour se sentir bien. Alors, au-delà du tampon et des tamponnés, on a une 4 voies qui fait quasiment le tour de la Réunion, qui part depuis l'Est, Saint-Benoît, qui passe par Saint-Denis, qui va jusqu'à Saint-Pierre, même un peu plus loin. On évoque régulièrement une 4 voies qui pourrait faire Saint-Pierre, Saint-Benoît en passant par les plaines. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est envisageable? Est-ce que vous y êtes favorable? Ça pourrait être un des moyens de désengorger aussi le tampon. Écoutez, là, ça ne tient qu'à moi. Là, c'est vraiment la tamponnaise que je suis et puis ce patrimoine que j'ai envie de sauvegarder au niveau de la plaine des Panisses, au niveau de la plaine des Cafres. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être peut-être envisagé. Je ne suis pas dans cette projection en tout cas. Mais il nous faudrait vraiment être sûr qu'il n'y ait pas un impact environnemental qui détruirait aujourd'hui les paysages que nous avons. Les municipales, c'est dans pas longtemps. Oui. Alors, avec le cumul des mandats, vous ne pouvez pas être en même temps maire et député, mais vous pouvez quand même mener une liste peut-être, et sans être maire, ou démissionner peut-être de votre mandat de député. Est-ce que vous êtes déjà un peu réfléchi? J'imagine que oui. Comment vont se passer ces municipales et quel va être votre rôle? Oui, alors plus que moi, c'est ce que j'entends sur le terrain. Des personnes, des tamponnés qui m'abordent et qui me disent voilà, on vous attend. On vous attend, on a envie de changer de façon aujourd'hui de cette politique qui est menée. On a envie de voir autre chose, on a envie de quelqu'un de proximité, puisque j'ai gardé cette proximité, parce que je continue à porter. Je suis aujourd'hui, l'élu a pour mission d'entendre, d'écouter ses concitoyens, ses électeurs, et pas d'ailleurs, aujourd'hui les tamponnés, et porter des projets qui correspondent à leurs attentes. Et je crois qu'ils ont bien compris que j'étais dans cette dynamique, que ce qui m'importait, c'est aujourd'hui de voir le tampon évoluer économiquement, apporter également des solutions, pouvoir vraiment permettre à des créateurs qui ont des activités à proposer, s'installer sur son territoire, au tampon. C'est pouvoir également permettre et d'écouter penser à une nouvelle façon de travailler avec les tamponnés, que ça soit associatif, que ça soit économique, que ça soit les tamponnés, les familles, les jeunes. C'est vraiment porter un projet collectif et ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, je serai candidate en 2020. Et puis, et les tamponnés décideront. Quel regard vous portez sur la politique qui a été menée ces dernières années, sur les projets qui sont en cours, sur ceux qui vous auriez souhaité qu'ils le soient et qui ne le sont pas? J'ai bien peur qu'aujourd'hui, les tamponnés ne se sentent plus intégrés dans la politique qui est menée. Ils ne sentent plus que l'humain, le tamponné, est placé au centre de cette politique. Aujourd'hui, quand je rencontre les tamponnés, ils ont des besoins, d'emploi, d'accord, des besoins, l'eau également, c'est un autre sujet dont on parle souvent. Et de quoi est-ce qu'on parle en face de cette politique? On parle de Puy du Fou, on parle de golf avec 18 trous, alors que nous avons des agriculteurs éleveurs, alors que nous avons des hommes et des femmes et des jeunes agriculteurs qui ont besoin de foncier. Non seulement on ne les accompagne pas, mais on les prive
de leur outil de travail. Alors, est-ce que là, vous pensez réellement que c'est une politique qui est menée en faveur de son territoire? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il est fait... être élu, ce n'est pas faire ce que j'ai envie de faire pour moi, parce que je crois que c'est bon. Être élu aujourd'hui, c'est pouvoir travailler avec la population et on sent que les tamponnés et les citoyens en général ont envie d'être associés, ont envie de comprendre ce que nous menons, ont envie vraiment de se dire que cet homme ou cette femme, quand il réalise sa mission, eh ben, c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt général. Et je crois que ça, c'est extrêmement important que chaque élu garde en tête, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à développer économiquement notre territoire. C'est comme ça qu'on permettra aux jeunes de reprendre confiance et en la politique et en leur avenir social et professionnel. C'est comme ça qu'on va pouvoir aider des chefs d'entreprise à s'installer et à des... Nous sommes sur une zone, un territoire rural au tampon. C'est comme ça également qu'on pourra permettre au monde agricole de sortir fort et de remplir encore plus le grenier que représente le tampon. Très bien. Ça fait presque un an que vous êtes député. Oui. En général, on dit qu'il faut un an pour prendre ses marques. J'espère que ce n'a pas été le cas et que vous avez déjà un bilan à présenter. Quel est votre bilan au bout d'un an? Alors, le bilan au bout d'un an. Il ne faut pas un an, mais le temps qu'on s'adapte à toute cette évolution, ça déjà... change. Hein, oui, c'est vraiment un mandat qui est exceptionnel, Et j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais parce que le bilan que j'en tire aujourd'hui, c'est vous êtes consciente que si jamais vous êtes élu demain comme maire, vous ne pourrez plus être en même temps député. Oui, mais je serai beaucoup plus proche de la population. C'est ce qu'ils me réclament. C'est aujourd'hui, alors c'est ce qu'ils ont envie de me voir un peu plus, enfin voir l'élu que je suis pour pouvoir exposer leurs projets, pour que je puisse les accompagner, pour que avec eux et pour eux, je mène mon travail d'élu. Donc aujourd'hui, mon bilan, c'est avoir repris tout ce que j'ai pu entendre au niveau des chefs d'entreprise et proposer des PPL, des propositions de loi, notamment pour amnistier le RSI, pour pouvoir permettre à ceux qui avaient cotisé à ce régime social de pouvoir être rattrapés sur un nombre de trimestres, en compensation avec ceux qui n'avaient pas cotisé. C'est avoir rencontré différents ministères pour porter les doléances de la population lors des emplois aidés, par exemple, lors de sa suppression. J'ai rencontré un certain nombre de directeurs de cabinet pour leur parler de cette problématique, de leur parler des familles, aujourd'hui, à qui on enlevait un revenu qui leur permettait de survivre. J'ai beaucoup insisté là-dessus. J'ai rencontré également les ministères et les délégués interministériels à la jeunesse ou à la mission locale pour parler de notre jeunesse, des formations que nous proposons aujourd'hui sur notre territoire, de l'accompagnement dont nous avons besoin, dont ont besoin les jeunes. C'est pouvoir, dès lors qu'on est sollicité sur une problématique, tout dernièrement l'hôpital, qui reste encore d'actualité d'ailleurs, c'est pouvoir interpeller le gouvernement et les mettre vraiment face aux problématiques que nous avons aujourd'hui à La Réunion, le terrain exactement, et quelles sont aujourd'hui les solutions qu'ils proposent, sans avoir forcément de position brutale, tout de suite, sans nous préparer, parce que des réformes, il en faut. Nous arrivons à un moment donné où, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, nous avons besoin de réformes. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une étude d'impact
sur le dispositif ou sur l'action qu'on va mettre en œuvre sans consulter peut-être les acteurs du terrain, et j'en suis une, pour pouvoir réaliser les réformes qui accompagnent mais qui ne tuent pas. Alors vous avez dit que des réformes, il en fallait. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle communément Macron-compatible? Je suis tamponnée à fond. Je suis réunionnaise à fond. Je suis pour les réformes et les dispositifs qui tiennent compte de nos spécificités. Je serai pour quand toutes les lois qui vont dans le sens de nos familles, de nos citoyens. Je ne suis pas du tout dans une opposition systématique et stérile. Je ne peux pas. J'ai des comptes à rendre. J'ai été élue et j'ai des comptes à rendre. J'ai des voix à porter. Et il est essentiel, parce que je veux qu'on reprenne confiance en la politique, parce que je veux mener un travail honnête, celui pour lequel j'ai été élue. Je ne peux qu'aller dans le sens du bien commun, de l'intérêt général des Français et des tamponnés et des réunionnais. Très bien. Nathalie Bassire, merci. Merci à vous. Merci de ce temps de parole.